Il est vrai qu'il est plutôt beau garçon, reconnut fièrement Pauline, et d'une compagnie agréable. Hildy et Élisabeth se mirent à pouffer bêtement derrière leur éventail. Ma pauvre Pauline, monsieur Galéa des Réaux a des goûts italiens, chuchota Hildy sur un ton de conspirateur tandis qu'Élisabeth pouffait de plus belle. Et alors demanda Pauline qui ne voyait pas en quoi aimer l'Italie pouvait être préjudiciable. Voyant que Pauline ne comprenait pas, Hildy expliqua comme en confidence. Vous savez sans doute que certains hommes préfèrent les hommes. Monsieur Galéa des Réaux serait. Pauline ne finit pas sa phrase, rouge de confusion devant ses deux amis qui hochaient sentencieusement la tête. Mais il a l'air si. Reprit Pauline, tandis que les deux autres opinaient de rechef. Mademoiselle de Laval m'a raconté qu'une jeune fille l'avait rendu si malheureux que cela lui a mis la cervelle à l'envers. Depuis, il fuit les femmes, continua Élisabeth. Mais Héloïse, s'étonna Pauline. Monsieur Galéa des Réaux est fils unique. Il a hérité du titre de son père mort l'an dernier. En plus, il a une grosse fortune et un hôtel à Paris. Héloïse est prête à s'accommoder de certains défauts, pourvu qu'elle devienne comtesse. À la cour, il y a plein d'hommes, comme le beau Silver, commenta Élisabeth. Le roi ne peut pas les souffrir. Ce mois-ci, il en a disgracié une dizaine qui voulaient pervertir le jeune comte de Vermandois, un de ses fils naturels. Mais comme son propre frère, monsieur, en fait partie et les protège, le comte des Réaux a de la chance, poursuivit Élisabeth derrière son éventail. Le roi l'aime bien. Bontemps lui a même donné une chambre, c'est vous dire. J'en connais ici qui possèdent des châteaux, mais qui se damneraient pour dormir dans un placard ou sous un escalier à Versailles. Le menuet se terminait et de nouveaux couples prenaient place pour une contredanse dans un envol de brocart et de satin. Dites-moi que je rêve, souffla Élisabeth. Voilà monsieur de Villebrun qui porte les rubans de madame de Saint-Ange. La semaine dernière, elle avait promis sa foi à monsieur d'Andelle. Cette dame est donc mariée s'indigna Pauline. Bien sûr, répliqua Élisabeth. Ici, on se marie pour créer des alliances familiales, puis on vit sa vie, chacun de son côté, dans la plus grande discrétion, cela va de soi. Et vous appréciez ce mode de vie demanda Pauline avec une grimace. Non, fit Élisabeth en riant. Mais cela alimente les conversations. Excusez-moi, j'ai promis cette danse, fit Hildy en prenant le bras de l'homme qui s'avançait vers elle. Vous ne dansez pas, Élisabeth? Jamais, répondit-elle en soupirant. Pourquoi donc? Fit naïvement Pauline. N'est-ce pas évident? Je suis laide, répondit Élisabeth avec un pauvre sourire, et je suis suffisamment intelligente pour comprendre, si on m'invite, que c'est à cause de ma dot. Aimeriez-vous qu'on vous fréquente uniquement pour votre argent? Pauline observa son long visage boutonneux de Pierrot, triste couvert de blanc de céruse, et ses cheveux bruns et huileux. Vous pourriez vous mettre davantage en valeur. Vous avez sans doute une marraine fée qui me transformera en princesse d'un coup de baguette magique, railla Élisabeth. Pauline n'eut heureusement pas à répondre, car elle fut interrompue par un jeune homme qui venait l'inviter. Et tandis qu'elle suivait son cavalier, elle admira, comme dans un rêve, les fastes du bal et le décor somptueux. Je suis sûre que Cécile donnerait n'importe quoi pour être ici avec moi, pensa-t-elle en tourbillonnant. Je suis sûre que Pauline donnerait n'importe quoi pour être ici avec moi, déclara Cécile à Suzon, la chambrière. La guinguette en bordure des jardins du château avait un air de fête avec ses lampions de couleurs vives et ses nappes à carreaux. Goûtant la douceur du soir sous la tonnelle, soubrettes et laquais venaient s'y détendre en attendant que leur maître sorte des appartements. Pour quelques sous, la jeunesse laborieuse du château s'offrait une limonade ou du rosé et oubliait en riant les heures de travail et les nuits sans sommeil. Sans compter que les potins allaient bon train, les domestiques voyant et entendant tout. Cécile, à son habitude, n'avait pas tardé à s'y faire des amis. Assise sous les rosiers grimpants, elle dégustait des écrevisses toutes fraîches pêchées. Après s'être léché les doigts, elle respira une grande goulée d'air parfumé et soupira d'aise. Après toutes ces odeurs de peinture, c'est le paradis. Et ce n'est que ton premier jour. La vieille Madeleine de chez la Montespan dit que ça dure depuis 20 ans. Quand ils ont fini les travaux dans un coin, le roi veut qu'on recommence en plus beau dans un autre. Et nous, on paie avec nos impôts, continua un grand jeune homme brun en s'asseyant à leur table. Soir, Toussaint, fit timidement Suzon en baissant les yeux. Le jeune homme hésita un moment avant de lui planter deux grosses bises bien sonores sur les joues qui la laissèrent toute pantelante.
Mon ami Toussaint Magloire, présenta Suzon. Il est maçon à la galerie. Quelle galerie demanda Cécile en riant. J'en ai vu 10 aujourd'hui. La grande, bien sûr. Celle qui reliera les appartements du roi et de la reine. Immense, couverte de miroirs, du sol au plafond. Des lustres, des peintures. Assez, fit Suzon en riant. J'y ai droit tous les jours à la galerie, rajouta-t-elle pour Cécile. Ici, on l'appelle le corridor des princes, parce que ça m'étonnerait que nous, les domestiques, on puisse s'y promener, à part pour nettoyer les glaces, bien sûr. Mais Toussaint continue avec flamme. Ce sera la plus belle chose construite par la main de l'homme, la 8e merveille du monde. Et poète avec ça, ironisa Suzon. Il est 10 heures. Au travail tout le monde, annonça Baptiste, un cocher parisien, en tapant dans ses mains depuis la table voisine. Suzon se leva en râlant. Ma baronne va rentrer fatiguée, l'estomac dans les talons, après le coucher du roi. Il va encore falloir que je coure aux cuisines avant de la déshabiller. Moi, c'est encore pire, répliqua Nanette, une autre domestique. Ma duchesse soupe en privence chez les Colbert. Je ne serai pas au lit avant 2 heures du matin, et je me lève à 6. Moi, je rentre à Paris avec mes vicomtes, fit Baptiste. Mais ne nous plaignons pas. C'est toujours mieux que les travaux des champs ou l'atelier 14 heures par jour. Ses deux compagnes de table, Ninon et Barberine, deux sœurs jumelles de 13 ans, approuvèrent de la tête. L'atelier, y a rien de pire, fit Ninon. Notre mère nous y a collé apprentie couturière. On nous attachait sur une chaise 10 heures par jour pour nous empêcher de bouger. Mais la couture, on n'aimait pas ça. Alors notre mère a rompu notre contrat d'apprentissage et elle nous a loués dans une ferme pour garder les moutons et filer la laine. Et depuis 1 an, nous voilà servantes au château. C'est pas le travail qui manque, renchérit sa sœur. On nettoie les dégâts que les visiteurs ont faits dans la journée. Parce que, c'est pas pour dire, mais ces beaux messieurs et ces belles dames, ils salissent que c'en est pas croyable. Toi, pour faire tes besoins, tu demanderais un seau à un valet, ou t'irais dehors, derrière un arbre, comme tout le monde. Eh bien, eux, ils s'oublient dans les escaliers ou derrière les rideaux. Ça chique et ça crache n'importe où. Ça grignote et ça laisse ses papiers gras. Après ça, accroche-toi pour avoir les parquets. Expliquez-moi donc ce que font ces gens à la cour, demanda Cécile en les suivant. Eh bien, c'est facile, lui expliqua Toussaint. Une partie de la noblesse a une charge et sert le roi. L'autre partie intrigue pour avoir une charge. Comprends pas. Admettons, fit Suzon à son tour, que tu aies 20 000 livres. Tu achètes une charge de dame d'atour de la reine. Tu deviens en quelque sorte sa domestique, et l'on te paie pour cela une pension. En prime, tu as le droit au bal et au spectacle, mais tu as intérêt à te tenir à carreau, sinon c'est la disgrâce. Alors il paie pour servir le roi s'étonna Cécile. Oui, répondit Nanette, et plus on est près de lui, plus ça coûte cher. Mais plus ça rapporte aussi, et ils sont plusieurs centaines. 20 jours au dîner du roi. Il y a une personne qui goûte les plats, une qui apporte les verres, une qui les remplit, une qui les remporte. Quand le roi a soif, il faut bien 10 minutes pour qu'il soit servi. Il y a quelque temps, raconta Suzon, Colbert a créé de nouvelles charges pour renflouer les caisses de l'État. Je te le donne en mille, il a proposé des charges d'affaires. Le nom a l'air sérieux, fit Cécile impressionnée. Ça s'est vendu comme des petits pains. Pour 30 000 livres, tu as le droit de rester avec le roi quand il fait ses besoins sur sa chaise percée. Sa chaise d'affaires, comme on dit. Et pendant ce temps, tu peux lui parler. Une aubaine. Cécile hocha la tête d'un air navré et incrédule en les quittant. Que l'on ne vienne pas me dire que les nobles ne sont pas bizarres.